Eh bien, seulement ne rien faire. Ne rien faire, être là, un peu comme un objet, un peu comme un spectateur sans avis, sans opinion, et puis regarder la vie. Regarder les gens aussi, qui peuvent être parfois sympathiques, empathiques, au cœur pur, à la belle âme, et puis souvent, malheureusement, peuvent sembler être des, des lions en cage ou des spécimens de jungle qui écrasent sans vergogne et sans aucun regret, en toute impunité, l'autre qui est censé être quand même une partie d'eux, hein, une image d'eux-mêmes. Certainement se font-ils du mal a priori en faisant du mal à l'autre, seulement le mal est fait. Quant à soi, on s'autoflagelle tous, enfin on s'auto-sabote tous d'une façon ou d'une autre, inconsciemment, à cause même du prédéterminisme ou du déterminisme familial et, euh, et environnemental de notre vécu, etc., qui influe sur la façon dont nous nous regardons nous-mêmes. Maintenant, il y a la question de l'autre, une question qui est quand même bien plus fondamentale dans, dans, dans une idée de morale ou de justice ou de droiture ou de bonté ou même d'humanité, parce que pour dire qu'on est humain, il faut quand même pouvoir être à la hauteur de l'humain, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, être dans le don, être dans la bienveillance, ne pas être dans la vilainie ou dans l'envie ou des choses assez qui peuvent être assez eh bien destructrices du point de vue de la morale et du monde et de l'univers. C'est-à-dire que ce qu'on donne est précieux pour qu'on puisse recevoir quelque chose de comparable à ce que l'on donne, justement, de l'amour, du respect et de la bienveillance au moins. Ensuite, d'autres choses peuvent être encore plus intéressantes, comme la fidélité, comme la dévotion, le dévouement, etc. à quelqu'un. Maintenant, un minimum garanti est quand même souhaité dans la relation à l'autre. Comme avait dit Kant avec son impératif catégorique, eh bien, je, je fais des actes que je commets ou des actes dont je suis responsable tous les jours, une sorte de maxime, laquelle tout le monde pourrait prendre comme leçon de vie, etc. Et puis en prendre exemple. Ah, maintenant, pour ce qui est de soi, euh, eh bien la question est peut-être plus psychologique, psychanalytique que philosophique. Euh, Parce qu'il me semble que la philosophie reste quand même ancrée dans un amour de la sagesse envers les autres, souvent envers l'univers, envers les relations enfin dans les relations que nous entretenons avec les autres. C'est là où se trouve la sagesse philosophique. Et puis aussi avec soi, en parlant de liberté, en affirmant qui l'on est réellement, notre conscience qui est elle-même prédestinée à donner des résultats positifs, hein. C'est-à-dire que nous sommes responsables de qui nous sommes et de ce que nous faisons, et notre conscience peut nous mener pardon, vers la félicité. Donc se faire confiance et puis ne laisser personne écraser justement cette conscience qui est cette aussi dignité, si l'on veut, euh, voilà, comme des proches, des parents ou des personnes ayant un certain pouvoir sur nous de manière hiérarchique qui se permettent justement de nous rabaisser, de nous dénigrer, de nous manquer de respect, d'être carrément dans une sorte de narcissisme pervers, hein. Euh, voilà, nous vivons tous les déchirures qui qui résultent justement de leur passé, de nos parents, mais qui aussi entraînent des dysfonctionnements et beaucoup de souffrance, hein, chez la personne qui en est victime. Donc prendre conscience de soi, mais aussi du monde, des autres. Bon, rester quand même
prêt à être émerveillé, je ne dirais pas émerveillé, car bon, qui pourrait être émerveillé devant une vie qu'il connaît encore mieux que lui-même? Des fois, je me dis que je connais la vie mieux que je me connais moi-même. C'est-à-dire que je connais les coups bas, je connais les mauvaises personnes, je connais la cadence comme une vague de la vie qui, des fois, est plutôt calme et stable et des fois tumultueuse. Donc oui, la vie m'est devenue plutôt familière avec tout ce que je peux ressentir, la mélancolie, la nostalgie, euh, oui, un peu une sorte de d'acclimatation, enfin d'adaptation à la vie qui se fait de manière plutôt naturelle chez les personnes ayant eu un certain recul quant à ce que peut être la vie. Une vie pleine de mort, une vie pleine de souffrance, une vie pleine de chaos, une vie qui en elle-même s'annihile chaque seconde pour devenir la mort. Et vice-versa, la mort qui se détruit, qui se suicide à tout instant pour devenir et donner naissance à la vie. Euh, les séparations, les personnes que nous avons perdues, eh bien c'est ça la mort, c'est ça l'expérience de la mort. Et l'expérience de la mort, nous la connaissons tous de manière assez, pas cynique, mais quand même blasée, quoi. C'est-à-dire qu'on est blasé de qu'est-ce que la vie. Maintenant, l'émerveillement peut-être par rapport à soi, à ce que nous pouvons encore faire de différent quant à hier, quant à il y a quelques années, et puis oui, devant un beau paysage ou un beau poème qui nous touche au plus profond de soi, ou un tableau, ou encore une réalisation cinématographique poignante et qui vous touche. Ce genre de choses-là, la culture, selon moi, peuvent être salutaires et puis sauver un petit peu la race humaine que nous sommes.